Il y a énormément d'idées reçues sur comment se déroule la cérémonie d'un guet. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous expliquer comment se déroule la cérémonie d'un guet et vous déconstruire toutes les idées reçues et toutes les légendes qui circulent. Parce que bon, grâce à Dieu, nous sommes beaucoup invités dans les mariages et nous savons exactement à la lettre, de A à Z, comment se passe une cérémonie de mariage religieux chez nous les juifs. Mais comment ça se passe la cérémonie d'un divorce? Toutes les idées reçues, comme par exemple, je sais pas, j'ai entendu vraiment des choses complètement aberrantes dans le grand public. Il y a des gens, ils disent, il va te jeter le guet et tu vas devoir le ramasser par terre, par exemple. Ou alors tu vas devoir tourner 3 fois autour de lui. Ou alors, je ne sais pas, tu vas devoir entendre des choses qui sont inadmissibles, etc. etc. On peut croire que la femme va être humiliée parce qu'elle est seule face à plein d'hommes. En fait, il n'y a pas vraiment de femme qui est présente, sauf peut-être la Toinette rabbinite qui la représente. Mais sinon, en général, la femme est seule face à des hommes, notamment son futur ex-mari, les témoins, les dayanim, tous les rabbinim, toutes les personnes, et ça peut être très éprouvant et peut-être même très intimidant pour elle. On va déconstruire tout ça, je vais vous expliquer comment ça se passe. Déjà, la cérémonie d'un guet, elle dure 2 heures, d'accord? Elle dure 2 heures, il faut compter 2 bonnes heures. Par quoi ça commence? Les deux, en fait, le mari et la femme, vont devant le Beth-Din et vont faire un kinyan. Ils vont un kinyan pour faire appel au Beth-Din à ce que le déroulement de la cérémonie du guet se passe en bonne et due forme et qu'ils puissent les aider à divorcer dans la paix si possible. Ensuite, la femme fait réacquérir la ktuba au mari par le biais d'un kinyan. Ensuite, le mari, avec un texte, il va désigner un sofer devant 2 témoins. Il va dire voilà, je te désigne pour, euh, pour rédiger le guet. Il faut comprendre que le guet, c'est pas un document qui est prédéfini qu'on peut remplir et il ne pourra jamais être numérisé. C'est un document qui doit être écrit par la main d'un sofer. Minatora, ça doit être écrit par le mari parce que normalement, nous sommes tous censés être capables de faire les choses de par nous-mêmes. Mais comme aujourd'hui, pas tout le monde est capable d'être un scribe, donc le mari désigne un sofer. Il dit d'abord devant le Beddin, Rotse ani legaresh ota bedaat shlema. Il dit, je veux, voilà, Rotse ani. La fameuse phrase, Rotse ani legaresh ota. D'ailleurs, vous entendrez très souvent la phrase du Rambam, Kofin oto lehotsi, ad sheomer rotse ani. C'est-à-dire, on va l'obliger, dans les cas où il y a vraiment une urgence et un pikuach nefesh, vraiment qui a une nécessité pour protéger la femme, on doit parfois obliger le mari à donner le guet, jusqu'à temps qu'il dise de sa propre volonté, rotse ani. Ensuite, il va désigner le sofer. Ensuite, on va procéder par l'examen des prénoms. Et c'est pour ça que aussi on a l'habitude de dire, par exemple, aux femmes qui sont mariées à des grandes figures d'autorité dans la communauté, on dit, sachez, mesdames, que dans un guet, il n'y a que des prénoms. Il n'y a pas de Rav ou Dayan ou je ne sais qui ou je ne sais quoi. C'est que des prénoms et ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que le cœur du guet, c'est le nom de la personne. Et pourquoi le nom? Parce que la racine du mot neshama, c'est le mot shem. Donc là maintenant, il faut qu'on sache vraiment, on va procéder à une séparation chirurgicale des neshamot, ce qui peut être très douloureux. Donc il faut vraiment être très précis sur le nom. Donc c'est pour ça qu'on te demande qui es-tu? Comment tu t'appelles? Est-ce que tu as un surnom? Est-ce que 10 personnes te connaissent sous ce nom-là? Est-ce qu'on te connaît sous un autre nom? Combien de fois tu vas à la synagogue? Qui te fréquente? On va te faire un listing en fait de questions par rapport à ton prénom, monsieur comme madame, et tu vas devoir faire intervenir un témoin qui confirme les dires. Ça va être pareil pour le prénom des pères. À tel point que sur un guet parfois, on a tellement peur de se tromper qu'on va écrire celle qu'on appelle comme ça, fille de celui qu'on appelle comme ça. Par exemple,
celle qu'on appelle Orly, fille de celui qu'on appelle Albert, par exemple. Celui, et même en Israël, hein, ils écrivent les noms loasis maintenant. Donc c'est pour ça que, l'abdika est vraiment chirurgicale, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Ensuite, on mandate le sophère. Pendant 1 heure, on va devoir attendre. Il est en train d'écrire. Et ensuite, il arrive avec le document plié. Donc après, il n'y a pas de humiliation ni pour l'un ni pour l'autre parce que c'est un moment très très difficile, très éprouvant à passer. Jusqu'au dernier moment, le Beddin espère encore qu'il y ait une récupération. Et il y a des belles histoires que je peux vous raconter, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Des très belles récupérations. Donc en fait, ensuite, on va mettre les deux l'un en face de l'autre. Il n'y a pas un mot qui doit dépasser plus qu'un autre. C'est seulement le mari qui parle. La femme, elle ne fait pas un seul geste, etc. Donc normalement, si les deux n'assument plus vraiment et qu'ils ont vraiment pris leur décision comme il faut, qu'est-ce qui se passe? Donc le mari, il tient le guet, le document, il dit un texte, et il dit en fin de compte la fameuse phrase « Are at muteret mikol adam ». L'école Adam. Donc voilà, je te remets le document. La femme, elle doit normalement être complètement nue dans ses bras. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle le reçoit comme ça, elle le met sous son bras, et elle fait l'acte de s'en aller. C'est tout. Et ça s'arrête là. Une fois l'acte d'avoir reçu le guet et d'être partie, la femme est libre, elle peut se remarier. L'homme aussi, attention, est libre et peut se remarier. Attention, l'homme n'a pas plus de droits que la femme, ça c'est aussi une idée reçue. C'est juste que nous les femmes, quand on est mariées, on a un statut beaucoup plus grave. C'est-à-dire que nous, l'avéra de l'adultère est vraiment sur nous, plus que sur le mari. Ça ne veut pas dire que le mari il a le droit. Ça veut dire que chez nous, c'est un digne de Chayav Mita si on trompe nos maris, et si on met au monde un enfant qui est issu d'une union interdite, ça fait le statut du mamzer, ce qui est un statut unique et impossible à vivre. Le mamzer ne peut pas se marier avec la communauté d'Israël. Mais un mari n'a pas le droit non plus de se remarier. Pourquoi? Parce que déjà, c'est vrai que Minatora, la Torah n'a pas été explicite, n'a pas dit explicitement tu prendras qu'une seule femme et c'est tout. Mais il y a une takana déjà de Rabbeinu Gershon qui dit énormément de choses, entre autres déjà que c'est pas seulement que la femme, que c'est pas seulement que le mari qui doit donner le guet de sa pleine volonté, la femme doit aussi recevoir le guet de sa pleine volonté. Ensuite, une takana qui dit qu'aujourd'hui, les hommes n'ont pas le droit de prendre plus qu'une seule femme. Pas plus qu'une seule femme. Donc chez les Ashkenazim, c'est très clair, les Sfaradim doivent faire un éder sur ça, au moment de la choupa. Mais il faut comprendre une chose, un homme n'a pas le droit de prendre une femme qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire que déjà, il ne peut pas prendre une femme qui est mariée, mais il ne peut pas prendre non plus une femme libre. Pourquoi? À cause du Yissour de Nida, et même si elle est allée au mikvé, il ne peut pas la prendre parce que ce n'est pas la sienne, tout simplement. Tant que cette femme n'est pas Mekudeshet lo, il ne peut rien faire du tout avec elle. Donc il n'est consacré en fin de compte que à sa propre femme, et c'est tout. Donc quand la femme reçoit le guet, il faut que les mains soient complètement nues, il n'y a pas de bague, il n'y a rien, il n'y a pas de bijoux, donc il faut vraiment qu'elle puisse... il ne faut pas qu'il y ait une seule khatitsa entre le document et les mains de la femme, c'est tout. C'est comme ça que se passe la cérémonie d'un guet, et ça s'arrête là. On a eu dans le milieu, il y a des très très belles histoires que, au dernier moment, c'est un moment très très riche en émotions, même moi j'ai envie d'en pleurer, c'est-à-dire que les deux personnes, au dernier moment, ils ont les mains qui tremblent, ils disent non, on ne veut pas divorcer, finalement ils se tombent dans les bras et tout. Et c'est pas un film, c'est vraiment arrivé, c'est arrivé plusieurs fois, pas forcément devant moi, mais c'est plutôt des histoires qu'on m'a racontées, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans un beddin où les deux protagonistes, finalement, après s'être déchirés, ben, ils se rendent compte qu'ils s'aiment encore, ils ont décidé de se redonner une chance. Parfois même le matin même du guet, ils annulent, ça s'appelle le beddin, et non, finalement on veut pas divorcer, ils ont réussi à communiquer enfin pour la première fois. Et même peut-être sur toutes ces épreuves-là, c'est peut-être ça qui a renforcé leur couple.
Peut-être que finalement, ils ont compris qu'ils allaient se déchirer. Et ils ont décidé en fin de compte de faire la paix et de reconstruire parce ils ont compris qu'ils allaient vraiment se perdre pour toujours, quoi. Et quelle autre idée reçue nous avons? Donc tout simplement comprendre que ma cérémonie d'inguette n'est pas quelque chose d'humiliant ni pour l'un ni pour l'autre. C'est quelque chose qui se fait dans le respect, dans la dignité, dans la protection psychologique des deux protagonistes et surtout faire en sorte que les choses se passent bien parce que c'est un moment très éprouvant. En général, les hommes ils ont du mal à donner le guet pour des raisons financières. Très rarement, enfin c'est pas très rare, mais c'est un pourcentage un peu plus minime, mais ça existe aussi des hommes qui veulent juste de manière malsaine retenir leur femme parce que Hatcheli, c'est tout, tu es à moi et je peux pas te libérer parce que tu es à moi. Le défi à ce moment-là, c'est de ne pas se mettre à genoux, c'est de rester la tête haute, c'est de rester debout parce que là le problème c'est que tu es obligé d'accepter que ton destin est entre les mains de quelqu'un d'autre. Très dur. Et c'est pour ça qu'il faut user énormément de psychologie et énormément de pression et énormément de force de combat pour être capable d'obtenir son guet le plus vite possible. Et les femmes, c'est pour des raisons différentes. Elles aussi, des fois, elles bloquent le guet parce qu'elles en veulent à leur mari, elles veulent empêcher le mari de se remarier. Mais aussi, très souvent, c'est parce que nous, les femmes, on affronter le moment du guet, c'est affronter le moment du deuil de notre mariage. Et quand on doit affronter ce moment-là, c'est un moment où on se dit, ça y est, c'est fini. Voilà, je dois perdre tous les espoirs que j'ai mis dans ce mariage, je dois vraiment renoncer, je dois renoncer à tous mes rêves, je dois renoncer à toutes mes attentes, toutes mes espérances. Et puis bon, quand t'es encore jeune, t'as pas encore 30 ans, tu te dis, j'ai la vie devant moi, c'est pas très grave. Bon, je me remarierai, je referai quelque chose, je vais refaire ma vie, c'est pas grave. Quand t'as plus de 30 ans, 40 ans, c'est plus délicat. Je vous souhaite une bonne journée. Et mesdames, je sais qu'il y a beaucoup de dames qui m'écoutent, je vous invite s'il vous plaît à me demander en privé des questions sur les dames du networking, les dames aussi de Facebook ou de YouTube. Demandez-moi quelles sont toutes les idées reçues que vous avez par rapport à la halakha et par rapport au beddin. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un vécu très difficile et j'aimerais que vous me posiez des questions et j'aimerais vous expliquer les raisons pour lesquelles c'est arrivé, quel malentendu il y a eu, vous déconstruire éventuellement les idées reçues par rapport à la halakha, par rapport au beddin, comment c'est possible et faire croire que c'est déconstruire cette idée reçue que la halakha défend plus les hommes que les femmes, et vous expliquer aujourd'hui quels sont l'état des lieux, comment se passent les choses dans un beddin et pourquoi le beddin est aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, féministe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me poser des questions privées comme tout.